Voilà. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Super, merci. Euh, Avant de commencer, est-ce que vous pourriez dire dans le chat si vous êtes adhérent ou non au réseau Compost Citoyen? Oui, donc je vois que Charlotte est adhérente. Oui, Sylvie, parfait. D'accord, c'est noté, Charlotte. Normalement, vous aurez vraiment le plus gros le plus gros du webinaire si vous devez partir à midi. Parfait. Donc, François Gore a bien parlé du réseau. C'est parfait. Ce que je vous propose, c'est que Cyril commence par vous présenter le réseau Compost Citoyen. Donc, Cyril, notre coordinateur au RCC. Cyril, je te laisse la parole. Et merci Morgane. Comme tu disais Morgane, du coup, moi c'est Cyril Mailleux, coordinateur du réseau Compost Citoyen des Hauts-de-France. Donc on va commencer à passer à la première slide, si tu veux bien. Donc qu'est-ce que c'est le réseau Compost Citoyen? C'est le premier réseau de biodéchets de France avec une douzaine de réseaux régionaux avec plus de 1100 adhérents au niveau national. Et nous, du coup, pour le réseau Compost Citoyen des Hauts-de-France, l'association a été fondée en 2020 et membre du coup du réseau Compost Citoyen national et avec le soutien de la région Hauts-de-France et de l'ADEME. Quelles sont nos missions en Hauts-de-France? Tout d'abord, première mission, c'est de fédérer les acteurs et les actrices de la gestion, de la filière des gestions des biodéchets. C'est d'informer et d'outiller ses membres et développer une synergie tout autour de la filière. Donc, dans cette synergie, hein, nous, ce qu'on souhaite développer, hein, c'est que forcément que le citoyen soit au cœur du projet, que les associations professionnelles et collectivités soient en complémentarité, hein. De fait d'être membre du réseau Compost Citoyen National, on mène des actions au niveau national, hein. Du coup, le prochain événement qui va se passer, qui s'appelle l'Université d'automne, donc qui se passe du 25 au 27 novembre, on propose deux formations professionnelles, donc voilà, qui se passera sur Marseille. Il y aura aussi des exposants, des rencontres, des moments festifs, etc. Voilà, un événement complet. Toujours dans les actions nationales, on mène deux événements phares, on va dire, tout au long de l'année, avec le premier qui est un peu plus connu, qui arrive à sa 13e édition en 2026, donc qui est Tout son compost, qui se passe de mars à avril. Et là, un événement un peu plus récent qui s'appelle la Fête du Sol Vivant, qui sera sur la 3e édition, là, qui arrive prochainement. Donc, il se passe du 11 au 26 octobre. L'idée, principal, on va dire, c'est d'ouvrir nos jardins, que ce soit pour les citoyens, les associations, les collectivités aussi, et de faire découvrir ce qui se passe dans les jardins, découvrir le jardin naturel, le compostage, le paillage, etc. Et du coup, on a aussi des actions un peu plus régionales, forcément, sur les Hauts-de-France. Donc là, tous les ans, on mène une action, enfin une rencontre qu'on mène tous les ans. Donc on l'appelle la rencontre régionale des Hauts-de-France. Donc là, la prochaine se passera le 6 novembre sur la métropole d'Amiens, donc dans la ville de Boves plus précisément. L'idée, c'est pareil, c'est chaque adhérent puisse se rencontrer, que ce soit citoyens engagés, associations, collectivités, qu'on puisse échanger. Revoir aussi un peu les actions phares qui ont été menées tout au long de l'action et surtout aussi pouvoir se rencontrer physiquement. Tout au long de l'année aussi, on mène comme aujourd'hui des webinaires. Donc là, le prochain webinaire qui sera le 14 octobre, qui sera sur le compostage partagé, levier d'engagement citoyen. Du coup, pour nos adhérents, on met aussi des outils à disposition. Donc, on met une newsletter régulière
sur l'actu des Hauts-de-France, comment, ce qui s'y passe, des infos sur nos réseaux, hein, des visios récurrentes type café des adhérents, voire même individualisées pour certains qui souhaitent avoir plus d'informations. Sur notre site internet, pour les adhérents, toujours, on met accès à des annuaires, des cartographies, un forum qui est très actif, une médiathèque, des fiches techniques et des replays de webinaires comme aujourd'hui. Et enfin, des rencontres. Comme je disais tout à l'heure, il y en a une régionalement tous les ans. Et à partir de cette année, on a mis en place aussi des rencontres départementales. Donc, dans chaque département des Hauts-de-France, il y a une rencontre qui est organisée tous les ans avec une thématique un peu plus précise. Donc là, cette année, la thématique, c'est l'action de compostage en quartier prioritaire de la politique de la ville, donc dit QPV. Et du coup, voilà, il y a les webinaires qui ont été menés. Là, on arrive au quatrième webinaire. Il y a eu aussi les rencontres qui sont passées cette année sur chaque département. Et enfin, vous aurez aussi un recueil de tous ces interviews, expériences, méthodos, idées, etc., qui sera édité pour justement la rencontre régionale du 6 novembre. Mm. Et Pour, aujourd'hui, tout à fait. Peut-être pour compléter tes propos, Cyril, en fait, donc, les compagnons du compost sont facilitatrices, enfin, facilitateurs sur cette action qui se concentre vraiment sur le compostage de proximité dans les quartiers prioritaires de la ville. En fait, l'objectif, c'est de mesurer l'impact sur la vie des habitants, sur la mobilisation citoyenne autour de la pratique du compostage. Donc, dans le recueil d'expériences, vous retrouverez des témoignages d'habitants de territoires ou d'habitants de QPV et des territoires également qui ont mis en place des sites de compostage dans les quartiers prioritaires. Il y a eu donc toute une série de webinaires. On est au quatrième webinaire aujourd'hui. Le cycle de webinaires se clôturera le 14 octobre. Vous pouvez retrouver les webinaires sur la chaîne YouTube du Réseau Compost Citoyen des Hauts-de-France. Il y en a eu un sur la formation, il y en a eu un sur la mobilisation citoyenne et un dernier sur la réglementation. Voilà. Et enfin, donc, les rencontres départementales dans chaque département ont eu lieu au printemps dernier. Passons maintenant au vif du sujet. Merci beaucoup Anthony Jaugeard, qui est consultant expert en économie circulaire et donc qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler d'économie circulaire, pour vous donner des informations sur l'économie circulaire et ensuite on aura également un temps d'échange sur le compostage partagé, l'économie circulaire dans le compostage partagé. Anthony, je vous laisse la parole, c'est donc à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi voilà, d'être avec vous ce matin pour évoquer le sujet de l'économie circulaire. Peut-être pour débuter, on avait un petit sondage à vous partager. Alors, je ne sais pas si ça va Oui. fonctionner. Logiquement, oui. Alors. Hum, hum. En tous les cas, il marchait tout à l'heure. Il marchait tout à l'heure. Normalement, Voilà. c'est bon. Donc, première petite question, selon vous, voilà, sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre connaissance de l'économie circulaire, sachant que le 10, vous êtes un expert de l'économie circulaire. Donc voilà, c'est juste pour sonder un peu quel est votre niveau de connaissance du sujet. Je ne sais pas si tout le monde a pu répondre. Tout le monde n'a pas encore répondu. Je pense on peut déjà avoir une bonne idée. Ok, donc du coup, effectivement, on a plusieurs réponses, donc entre 3 et 7, donc plutôt une connaissance, effectivement, voilà, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, de l'économie circulaire, notamment si vous travaillez sur le sujet du compostage. Donc voilà, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et de vous outiller un peu plus ce matin. Et deuxième petite question, donc là on va voir si voilà, tout le monde, notamment, je crois que Lorraine n'avait pas accès au sondage, n'hésitez pas à répondre dans le chat si vous n'avez pas accès au sondage. Deuxième petite question, selon vous, quel est le pourcentage de l'économie mondiale qui vous semble circulaire?
Donc, selon vous, voilà, au niveau de l'économie mondiale, c'est quoi le pourcentage de l'économie circulaire actuellement? Donc, vous avez trois propositions, 5,5%, 7,2% et 15,1%. On vous laisse 2 petites secondes pour pouvoir y répondre. Je pense que tout le monde a répondu. Et alors, du coup, les réponses. Vous êtes une majorité à avoir répondu 5,5. Personne n'a répondu 15. Et donc, effectivement, la bonne réponse, c'était 7,2%. Donc, c'est un chiffre de 2023. À savoir que ce chiffre est en baisse, donc il est en diminution. Donc, alors qu'on pourrait penser que voilà, l'économie va de plus en plus vers de l'économie circulaire, pas du tout. On est plutôt voilà, à diminuer à l'échelle mondiale. Et donc, ce chiffre est fait par un cabinet d'expertise qui est basé à Amsterdam, et donc c'est le Global Report, Circular Global Report. Vous pourrez le retrouver dans les ressources. Voilà sur les deux petites questions introductives qui nous permettaient effectivement voilà, de pouvoir sonder un peu votre niveau de connaissance. Et donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sans plus attendre. Donc, quand on parle d'économie circulaire, peut-être juste avant de rentrer dans le sujet, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat tout au long de la présentation. Puis ensuite, on aura un temps de questions et d'échanges à la suite de la présentation. Donc, quand on parle d'économie circulaire, on revient forcément à ce que c'est l'économie linéaire. Et donc, l'économie linéaire, c'est une économie voilà, principalement dominante aujourd'hui, donc qui correspond effectivement à ce petit schéma linéaire d'extraction des matières premières, de leur transformation et de la conception des produits, la distribution sur des échelles effectivement qui sont souvent mondiales, l'utilisation, la consommation et enfin en fin de vie des déchets qui sont produits et qui sont majoritairement enfouis, incinérés ou stockés. On a effectivement assez peu de recyclage. Donc là, on est vraiment sur un modèle linéaire. Et dans ce modèle linéaire, ce qui le caractérise aussi, c'est la question des volumes. Donc on produit en volume, on consomme en volume et du coup, on a des déchets en volume. Et ce modèle aussi, finalement, est assez court dans le sens où voilà, tout est fait pour que finalement ce cycle de vie de vos produits soit finalement assez court pour que vous, derrière, vous puissiez effectivement acheter d'autres produits. Et donc, effectivement, voilà, on est sur une consommation de ressources conséquentes dans ce modèle linéaire. Un des exemples qui caractérise le plus le modèle linéaire, on peut passer la slide, c'est le smartphone. On a tous un smartphone et donc effectivement un smartphone, il est composé de 50 métaux dont des terres rares, donc effectivement avec des micro grammes de métaux. En moyenne, on considère qu'un smartphone est détenu 3 ans, alors que souvent il fonctionne encore. Souvent, on les change parce que voilà, il y a le nouvel iPhone 17 qui est sorti, parce que voilà, il y a une nouvelle mise à jour qui est voilà, mise en place, et que finalement, en fin de vie, donc ces smartphones, on considère voilà, qu'ils sont beaucoup stockés dans les tiroirs, hein. Je suis sûr que vous avez vous aussi des smartphones dans vos tiroirs, dont 95% sont stockés, avec effectivement aussi une difficulté de recyclage des composants, pour la simple et bonne raison que c'est qu'il y a beaucoup de métaux dans les smartphones et aussi dans des milligrammes très très faibles qui empêchent effectivement aussi, enfin, qui entraînent des coûts très conséquents. Donc là, on est vraiment sur un exemple assez typique d'un produit qui consomme beaucoup de ressources naturelles, dont la durée de vie pourrait être plus longue, mais finalement, voilà, il y a tout un tas de leviers pour nous inciter à consommer de nouveau. Et derrière, effectivement, on ne sait pas quoi en faire en fin de vie. Donc ça, c'est un peu un exemple assez caractéristique du modèle linéaire. On peut passer de la slide. Ce modèle linéaire, aujourd'hui, est confronté à plusieurs limites. Donc là, je vous ai synthétisé un peu les principales limites. Donc au niveau de l'extraction des matières, bon, bah, effectivement, on a une demande
en ressources et en matière qui ne fait que croître, alors qu'à l'inverse, certaines ressources sont en diminution, voire certaines en extinction. Donc ça, c'est les limites un peu sur le volet matière. Sur le volet transformation, on l'a vu hein, depuis plusieurs années, on a une hausse du prix des matières premières, alors avec beaucoup de phénomènes hein, qui causent ça, hein, les phénomènes à la fois géopolitiques, mais aussi finalement le phénomène d'avoir une demande conséquente en ressources alors que leur disponibilité est en diminution. Troisième point, sur la distribution, vu qu'on est sur des échelles mondialisées, on est effectivement sur voilà, beaucoup d'impacts et de pollution, notamment sur l'artificialisation des sols, aussi parce que ben, voilà, on a besoin de lieux de production, de lieux de stockage aussi. Voilà, on voit apparaître hein, de plus en plus d'entrepôts de stockage pour justement permettre la livraison dans des temps assez courts, ce qui effectivement entraîne voilà, artificialisation des sols et perte de la biodiversité. Sur le volet utilisation et consommation, deux principaux points. Le premier, c'est la saturation de certains marchés, notamment les biens d'équipement. Hein, donc, que je disais tout à l'heure, hein, quand on a effectivement déjà un smartphone, on n'a pas besoin d'en avoir trois sur soi. Mais donc, du coup, voilà, comment on fait en sorte que vous consommiez toujours et donc, effectivement, on insère voilà, des outils marketing, peut-être parfois de l'obsolescence programmée, même si c'est interdit par la loi aujourd'hui. Donc voilà, donc on est quand même sur un marché de saturation, un marché de biens d'équipement qui arrive à saturation. Et enfin, on a aussi des nouvelles demandes de consommation par les citoyens, avec voilà, parfois plus de recherche de bio, une attention particulière sur les sujets de la santé, parfois sur les sujets enfin, du coup, le financement des producteurs avec le commerce équitable. Donc voilà, donc aussi là, des aspirations différentes de certains consommateurs, même si voilà, j'entends bien que ce ne soit pas la majorité des consommateurs, mais en tous les cas, on voit malgré tout qu'il y a une tendance à aller vers ce type de consommation qui soit plus responsable. Et enfin, en fin de vie, on retrouve effectivement de nombreux déchets générés par cette production de masse et cette consommation de masse. Ces deux déchets dont parfois on ne sait plus quoi trop en faire. Et donc effectivement, voilà, aujourd'hui, un vrai souci de comment on gère la fin de vie de tous nos produits, comment on gère tous les déchets causés par notre société de consommation. Et donc, est né finalement de ce constat, donc cette économie linéaire, le principe de l'économie circulaire. Donc là, je vous ai mis la définition de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui considère effectivement que l'économie circulaire, c'est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, diminuer l'impact sur l'environnement et en permettant le bien-être des individus. Cette définition est intéressante sur plusieurs points. C'est qu'elle introduit, la question de cycle de vie. Finalement, avant, voilà, on se posait assez peu la question de comment étaient produits voilà, les biens que l'on consomme. Là, du coup, l'économie circulaire va vraiment venir poser cette idée de c'est quoi le cycle de vie de mon produit, c'est quoi les différentes étapes qui vont permettre la production, la consommation, mais aussi la fin de vie. Donc, on intègre vraiment la fin de vie dans ce cycle de vie. Et l'enjeu, ça va être, comment on réduit l'utilisation des ressources voilà, qui ne sont pas renouvelables, comment on arrive à augmenter l'efficacité des ressources que l'on utilise. Donc, on va trouver effectivement derrière toutes les idées de réemploi, réparation, d'allongement de la durée de vie, justement pour augmenter cette efficacité des ressources. Et derrière, c'est comment à chacune des étapes de mon cycle de vie, je vais réussir à diminuer les impacts sur l'environnement. Donc, on retrouve vraiment ces deux éléments, à la fois économie de ressources, de matière, donc sur toutes les étapes du cycle de vie, et diminution des impacts sur l'environnement. Donc, on est vraiment sur un concept économique qui place au cœur l'utilisation de la matière, des ressources et des flux d'énergie de matière.
Et donc, vous voyez effectivement là, ici, le petit schéma qui représente souvent l'économie circulaire. Je suis sûr que vous l'avez déjà croisé. Donc, effectivement, c'est le schéma qui va avec la définition précédente. Donc c'est celui de l'ADEME. Et donc, on retrouve globalement trois sphères de typologie. Donc, la production avec l'offre des acteurs économiques, le volet consommation avec le comportement des consommateurs et en orange, du coup, la fin de vie, la gestion des déchets. Donc ça, c'est les trois domaines d'action de l'économie circulaire. Et ensuite, on retrouve sept piliers, qu'on pourrait aussi dire des leviers d'action. Donc on retrouve l'approvisionnement durable. Donc c'est quand je produis, quand je conçois un produit, comment je fais en sorte d'acheter des ressources qui soient effectivement peut-être moins impactantes sur l'environnement, plus naturelles, renouvelables. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce sujet-là. Ça concerne à la fois les entreprises qui achètent des matières premières, mais ça concerne aussi les collectivités territoriales via la commande publique. Deuxième levier, pilier, donc on est sur l'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est une démarche normalisée qui vise effectivement à un instant T faire le bilan des impacts de son produit et à partir de là, d'enclencher une démarche d'amélioration continue pour réduire l'impact environnemental de son produit. Donc là, on va retrouver effectivement voilà, des projets plutôt tournés entreprise pour produire des produits plus respectueux de l'environnement. Troisième pilier, l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, on est souvent sur l'échelle territoriale, voire même de zone d'activité. Donc c'est comment sur un territoire donné, des entreprises vont pouvoir acheter de manière groupée pour effectivement faire des économies de ressources, mais aussi mutualiser et se partager finalement des ressources. Je prends un exemple pour l'illustrer. L'idée, par exemple, c'est souvent on a sur des zones d'activité des entreprises qui produisent ce qu'on appelle de la chaleur fatale. Donc, c'est de la chaleur qui est émise par le processus de production et dont la chaleur, finalement, part dans l'air, va chauffer les petits oiseaux. Et donc, l'idée de l'écologie industrielle et territoriale, c'est peut-être qu'une entreprise B qui serait sur la même zone pourrait, elle, utiliser cette chaleur qui n'est pas utilisée dans son processus de production. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de voir à l'échelle d'un territoire comment on peut optimiser les flux d'énergie, de matière et de ressources. Quatrième pilier, l'économie de la fonctionnalité. Donc l'économie de la fonctionnalité va viser là aussi à fournir une performance d'usage. Donc c'est-à-dire par exemple, vous n'avez pas besoin d'acheter une voiture. Ce que vous avez besoin, c'est de vous déplacer d'un point A à un point B. Et donc effectivement, vous allez pouvoir utiliser des services par exemple comme l'autopartage. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment sortir de la possession individuelle et aller plutôt sur votre usage, votre besoin, et donc derrière ce besoin, cet usage, souvent il y a un produit, mais il y a aussi un service. On prend souvent aussi l'exemple de Xerox, donc les photocopieuses. Avant Xerox, finalement, vous vendez un photocopieur, donc un produit, et finalement, il avait plutôt intérêt à ce que le produit, la photocopieuse, tombe en panne pour que derrière, il vous en vende un autre. Xerox est passé par l'économie de la fonctionnalité. Donc aujourd'hui, je vous propose une performance d'usage, donc c'est-à-dire un niveau d'usage. Et derrière, vous avez un produit, donc la photocopieuse, avec du coup un service qui est le nombre de photocopies. Donc effectivement, aujourd'hui, Xerox a tout intérêt à intervenir le moins possible sur son photocopieur et donc ça permet effectivement d'améliorer le produit en continu pour vous offrir enfin, de manière constante euh, la performance d'usage. Sur le volet des consommateurs, donc là, on retrouve différents aspects. Donc, la consommation responsable. Donc là, c'est aussi dans l'acte d'achat. Est-ce que l'on a besoin de tout acheter, pardon? Est-ce que on peut mutualiser? Est-ce que on peut prêter? Est-ce que, voilà, tous ces aspects de collaboration, de consommation collaborative. Et enfin, une fois qu'on a le produit ou le bien, comment on arrive à allonger la durée d'usage de ce produit à travers le réemploi, la réparation, la réutilisation. Et enfin, une fois que j'ai allongé la durée de vie de mon produit,
mon produit malgré tout devient un déchet. Et donc là, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse recycler les différents éléments de ce produit pour qu'ils puissent réintégrer soit en boucle fermée, comme vous voyez ici, dans le même processus de production, du coup, voilà, les composants du nouveau produit, soit de manière ouverte et d'aller en boucle ouverte, pardon, et donc d'aller sur un processus totalement différent. Donc là, l'idée, c'est par exemple sur le textile, on a en boucle fermée de pouvoir faire une fibre et de refaire du textile derrière, soit en boucle ouverte de, par exemple, c'est le relais qui fait des isolants pour la maison avec du textile. Vous voyez, donc c'est voilà, l'idée c'est de soit revenir sur une filière, sur la même filière, soit d'aller sur une filière différente. On peut passer slide. Là, vous voyez un schéma de l'économie circulaire également qui a été développé par la Fondation Hélène MacArthur, qui va aussi parler peut-être un peu plus, surtout quand on est dans le secteur des biodéchets. Grosso modo, on retrouve les mêmes principes que je vous ai exposés à l'instant dans une schématisation totalement différente. Donc à droite du schéma, on retrouve plutôt tout ce qui va concerner l'industrie. Donc, on va avoir voilà, tout ce qui est la maintenance, la réparation, le remanufacturing, ce genre de choses. Et à gauche, on va avoir tout ce qui concerne les biodéchets et donc, ou en tous les cas, les matières naturelles. Donc là, on va voir effectivement qu'il peut y avoir une partie qui va sur la création de biogaz. Donc là, on imagine que c'est voilà, la méthanisation, mais d'autres qui vont plutôt vers la biosphère, enrichir les sols. Donc voilà, donc je trouvais intéressant de vous présenter ce schéma-là parce qu'il intègre justement cette dimension de ressources naturelles et de ressources qui soient plutôt techniques. On peut passer la slide. Sur la définition de l'économie circulaire, je voulais aussi vous mettre cette définition que je trouve intéressante. Donc, la première fois qu'on a vu apparaître l'économie circulaire dans la loi, donc c'est en 2015, c'est la loi territoire à énergie positive pour la croissance verte. Et donc, a été définie l'économie circulaire comme un modèle qui vise à dépasser l'économie linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières primaires qui les composent, et par ordre de priorité et en suivant le principe de hiérarchie de traitement des déchets, le réemploi, la réutilisation et à défaut recyclage et enfin valorisation des déchets. Pourquoi j'ai voulu m'arrêter sur cette définition elle introduit quelque chose d'assez intéressant, c'est le principe de hiérarchie de traitement des déchets. Je peux juste passer la slide, parce que du coup, c'est la slide suivante. Ce principe de hiérarchie de traitement des déchets, moi, je le trouve intéressant, c'est de se dire, euh, dès qu'on produit un bien, dès que l'on fait quelque chose, qu'on produit effectivement aussi un service, c'est avant d'aller sur les sujets de recyclage, on doit toujours se poser la question de, un, comment on évite le déchet par les logiques de prévention, deux, comment on fait en sorte que le produit ne devienne pas un déchet en allongeant la durée de vie du produit par les logiques effectivement de réemploi, donc seconde main, réparation, réemploi, réutilisation, upcycling, voilà, toutes ces notions qui permettent d'allonger la durée de vie. Et ensuite, une fois qu'on ne peut plus rien faire du produit qui devient un déchet, par ordre de priorité, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination. Donc, pourquoi ce principe, je le trouve important? Parce qu'on voit que c'est une pyramide inversée, et donc l'enjeu de l'économie circulaire, ce n'est pas d'aller d'abord sur la valorisation énergétique ni le recyclage, mais c'est d'aller aussi avant tout sur tous les autres sujets de prévention, de réparation, de réemploi. Donc ça, c'est un concept que je vous invite vraiment à conserver, c'est vraiment de se dire, voilà, il faut, si on veut être dans une économie de ressources, il faut faire en sorte que les ressources aient une durée de vie la plus longue possible, peut-être éviter même d'ailleurs en amont de consommer certaines ressources si ce n'est pas nécessaire, et ensuite de comment on arrive à allonger au maximum, comment on arrive à retarder le moment où le produit va devenir un déchet. Et une fois qu'il est un déchet, d'abord le recyclage et ensuite les autres solutions. C'est important parce que souvent, l'économie circulaire a souvent été associée directement au recyclage. Et donc, effectivement, voilà, on a tout le temps
mis en place des processus de recyclage ou d'utilisation de produits recyclés en disant c'est de l'économie circulaire. Alors oui, certes, ça peut être de l'économie circulaire, mais il faut d'abord se poser la question de la production de déchets et de l'allongement de la durée de vie des ressources qui sont utilisées dans les produits. On peut passer la slide. Et donc, sur les idées clés à retenir sur l'économie circulaire, donc il y a ce principe de hiérarchie de traitement des déchets. On retrouve aussi la lutte contre l'obsolescence programmée. Effectivement, dans une économie linéaire, l'obsolescence programmée fait en sorte que du coup, on renouvelle très vite les produits, les services, et donc on reste dans une économie de production de masse, de consommation de masse, et donc de génération de déchets conséquentes et d'utilisation de ressources conséquentes. Donc voilà, il y a vraiment ce sujet de lutte contre l'obsolescence programmée. L'allongement de la durée de vie des produits et des services. Donc là, on retrouve toutes les notions de réemploi, réparation, réutilisation. La réduction des impacts sur l'environnement sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Donc effectivement, on va se poser la question de quelles sont toutes les étapes du cycle de vie de mon produit et comment je peux faire en sorte de réduire les impacts sur les différentes étapes. L'idée étant que si je réduis un impact sur la phase de production, que ça ne que ça ne se transfère pas sur une autre phase, notamment par exemple la phase de consommation. Donc cette idée de cycle de vie pour avoir une vision globale est vraiment très importante. Ensuite, la réduction de l'utilisation des ressources non naturelles et non renouvelables et de l'augmenter l'efficacité des ressources au global sur tout le cycle de vie. Et enfin, la réduction des déchets en donnant une nouvelle vie à ceux-ci, notamment via le recyclage et ensuite la valorisation énergétique. Sur l'économie circulaire aujourd'hui dans la loi et les directives, donc au niveau européen, on a un paquet économie circulaire qui a été voté en 2015. On a aussi un pacte vert avec un plan d'action économie circulaire qui reprend 50 mesures. Au niveau national, donc on a la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Il y a eu aussi la feuille de route économie circulaire en 2018 qui comprenait 50 mesures pour aller vers une économie circulaire. Alors, c'est une feuille de route donc, qui ne s'est pas traduite en loi, mais on a surtout depuis 2020 la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc cette loi est vraiment le cœur de l'économie circulaire. Donc on retrouve dedans 5 axes. Donc la première, c'est sortir du plastique jetable. La deuxième axe, c'est mieux informer les consommateurs. Donc là, on retrouve notamment ce qu'on appelle les indices de réparabilité. Vous avez ça sur l'électroménager depuis 2-3 ans. La lutte contre le gaspillage et favoriser le réemploi solidaire. Donc là-dedans, on retrouve tout ce qui est fonds réemploi et aussi les bonus réparation qu'on peut voir sur certaines filières. Agir contre l'obsolescence programmée et enfin mieux produire. Donc là, on va retrouver les sujets notamment liés à l'éco-conception. Cette loi, aujourd'hui, voilà, elle est encore en vigueur. Elle a 5 ans. On a eu un premier rapport qui est sorti en début d'année et qui, donc, effectivement, a mis en avant l'importance de cette loi. Aussi, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur l'association économie circulaire recyclage, ça a été aussi relevé en disant que, voilà, il y avait eu beaucoup d'actions qui avaient été qui avait été très en lien au recyclage et que maintenant, dans cette deuxième étape de la loi, il fallait aussi aller plus sur les sujets d'allongement de la durée de vie et de prévention. Donc voilà, cette loi est toujours en cours aujourd'hui au niveau national. Voilà un peu sur le niveau global de l'économie circulaire. Au niveau des territoires, on retrouve beaucoup de choses sur l'économie circulaire. Donc, peut-être en résumé, d'abord, te dire que l'économie circulaire a d'abord été un concept d'entreprise qui est arrivé d'abord par les entreprises et finalement les collectivités ayant notamment la compétence déchets. Le sujet de l'économie circulaire dans les collectivités, dans les territoires est souvent arrivé par le service déchets et finalement on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi un levier économique. Et donc aujourd'hui, l'économie circulaire, donc vous voyez ce schéma peut-être un peu barbare,
Mais voilà, c'est pour montrer que au niveau des collectivités territoriales, on retrouve l'économie circulaire dans les stratégies énergie, environnement, déchets, mais aussi dans les stratégies d'enseignement, de formation, de l'emploi, dans le service développement économique et aussi dans le service aménagement des territoires. Sachant que l'échelle régionale, on retrouve la stratégie régionale d'économie circulaire, donc c'est celle qui pilote un peu le sujet, mais ensuite on retrouve ça aussi au niveau des différentes communautés de communes, parfois des communes aussi, voilà, donc parfois au service déchets, mais aussi parfois au niveau du service économique, parce qu'effectivement, l'économie circulaire se retrouve voilà, dans beaucoup de stratégies territoriales. Un élément qui est important au niveau des territoires, c'est ce qu'on appelle la notion de boucle locale d'économie circulaire. C'est de se dire que au niveau d'un territoire, on a des flux qui rentrent et qui sortent dans l'économie locale et comment on fait en sorte de conserver la valeur d'un produit, de ses composants, de ses matières, de ses ressources au maximum dans l'économie locale, en limitant la génération de déchets et donc en développant tout ce qu'on a vu précédemment, dans une perspective de développement économique durable, faible en carbone et en réduisant l'utilisation des ressources, mais qui soit aussi facteur d'emploi locaux. Donc, grosso modo, si je synthétise, c'est comment, sur mon territoire, j'arrive à conserver les ressources qui sont produites, mais aussi les ressources que j'importe, comment j'arrive à les conserver au maximum et comment, à travers ça, c'est source de développement économique et de création d'emplois, mais aussi de réduction des déchets. Donc, c'est vrai que le compost est, justement, on s'inscrit vraiment dans ces notions de boucle locale d'économie circulaire, c'est-à-dire, voilà, comment à l'échelle du territoire, on a une ressource, souvent considérée d'ailleurs comme un déchet, mais comment on fait en sorte que cette ressource-là reste au maximum sur son territoire et comment elle peut même être source de développement économique, donc en trouvant effectivement des valorisations qui peuvent être adéquates. Parfois, je prends l'exemple aussi en région, on avait une entreprise qui s'appelait Geco, qui récupérait les huiles de friture des restaurateurs et voilà, qui était finalement un déchet non utilisé, euh, qui en plus pouvait coûter parfois cher à la collectivité parce que souvent ça finit dans des canalisations et donc ça demande à la collectivité un coût d'entretien. Et donc là, d'un coup, bah, on récupère ces huiles de friture usagées, on fait un service du coup, et en plus on crée un biocarburant pour que du coup sur le territoire, les bus de la collectivité puissent rouler à une énergie qui soit locale, faible en carbone, et donc du coup voilà, qui soit aussi source d'emplois locaux, non délocalisables. Donc voilà, l'idée c'est vraiment sur son territoire comment on arrive à maximiser l'utilisation de ces ressources. Et donc peut-être en synthèse de tout ça, sur les territoires, l'économie circulaire n'est pas juste le sujet de l'économie des entreprises, même si effectivement on retrouve des démarches d'entreprise avec l'éco-conception, les business models de l'économie circulaire, donc là tout ce qui retourne autour de la réparation, de l'allongement de la durée de vie, de l'upcycling, ces choses-là. On retrouve aussi beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont sur l'économie circulaire, notamment avec toutes les actions de tri et de collecte qui sont essentielles aux activités de l'économie circulaire, hein, effectivement, hein. Si on veut valoriser au maximum nos déchets, bah, il faut les trier au mieux, il faut souvent les collecter. Et donc, ce sujet-là est un vrai sujet voilà, qui est hyper important pour s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. On retrouve bien sûr les collectivités, donc à la fois via leur commande publique, les achats responsables, mais aussi les compétences qu'elles peuvent avoir en développement économique, en compétences déchets pour insuffler justement plus de prévention, plus de sujets développement économique, enfin, voilà, tous ces sujets. On retrouve bien sûr les acteurs associatifs, donc avec des actions de sensibilisation, d'éducation aussi à l'environnement souvent, mais aussi des actions et des activités de valorisation de ressources, de déchets, de récupération. Donc on peut retrouver effectivement un lien assez évident entre les acteurs de l'ESS et de l'économie circulaire. Et enfin, on retrouve bien sûr les citoyens
par leur pratique de consommation responsable. Donc, comment on arrive à inciter le citoyen consommateur à se tourner vers des pratiques, voilà, d'acheter plutôt en vrac, d'acheter plutôt effectivement en seconde main. Bien sûr, un dernier point sur le citoyen, c'est la réduction à la source des déchets via un tri des déchets plus fin. Donc effectivement, euh, l'intégration là voilà, de la collecte séparée des biodéchets est un point nouveau et qui incite effectivement à réduire les ordures ménagères et valoriser un peu plus ce sujet-là. Peut-être un focus sur le volet citoyen, vu que vous êtes aussi pas mal en lien avec ces activités-là, ces acteurs-ci. Si on peut passer la slide. Donc, sur les activités des citoyens et de l'économie circulaire, voici un peu tous les leviers que moi j'ai identifiés. Donc, sur le moment d'acquisition, c'est effectivement déjà se poser, est-ce que j'ai besoin de l'acheter? Est-ce que je ne peux pas passer par des principes voilà, de partage, de location? Tout ce qui concerne le zéro déchet, donc les zéro emballage, éviter le suremballage, la substitution, donc là c'est ce que je disais, est-ce que je peux refuser un produit et le remplacer par quelque chose, la réduction de la consommation, la mutualisation, donc là voilà, on est aussi sur tout ce qui est l'économie de partage, et aussi l'autoproduction, qui on en parle assez peu, mais c'est quand même un levier important d'évitement de déchets et aussi d'évitement de pollution, d'avoir son jardin, de produire effectivement voilà, ses légumes, de pouvoir parfois produire ses vêtements aussi pour les plus courageux. Sur la phase d'usage, donc effectivement, toutes les pratiques d'entretien, comment on va permettre d'allonger la durée de vie via l'entretien, via la réparation, via le partage, l'échange. Et enfin, la fin de vie, donc je le disais, le tri est un élément important pour l'économie circulaire dans cet objectif de valorisation. Comment aussi on arrive à donner plutôt que jeter, réutiliser, upcycler, réparer, et enfin, bien sûr, composter pour tout ce qui est biodéchets. Sur les territoires, je vous ai donné une petite slide. Donc, l'ADEME a développé un référentiel d'action dont l'objectif est pour les territoires de faire un diagnostic de leur politique économie circulaire et de définir un plan d'action. Donc voilà, donc c'est principalement tourné pour les collectivités, mais vous pouvez retrouver dedans pas mal de pistes intéressantes pour comprendre comment l'économie circulaire peut se jouer à l'échelle d'un territoire. On peut passer la slide et donc voilà, euh, sur ce volet-là de référentiel, on retrouve effectivement 5 axes. Donc voilà, comment le territoire dispose d'une politique économie circulaire inscrite dans le territoire et partagée avec les acteurs. Comment le service déchets permet de réduire les déchets, de mieux les collecter et de plus les valoriser. Le troisième point, c'est le développement, là plutôt, du volet économique, donc éco-conception, économie de la fonctionnalité, tous ces volets-là. Et enfin, les deux derniers axes, c'est les outils financiers. Et le cinquième point est un point important, c'est le point de coopération, c'est de se dire que sur un territoire, on a beaucoup d'acteurs qui font de l'économie circulaire, beaucoup d'associations aussi, beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, du coup, on a besoin, pour enclencher un vrai changement, d'avoir tous ces acteurs qui soient coordonnés pour passer à l'action. Donc voilà un peu sur tous les aspects entre l'économie circulaire dans les entreprises, dans la loi et sur un territoire, on voit effectivement qu'il y a de nombreux sujets à traiter. Vous êtes effectivement plutôt sur le sujet compostage partagé. Donc effectivement, voilà, on voulait questionner aujourd'hui quelles sont vos pratiques à vous d'économie circulaire et appliquées finalement au compostage partagé. Donc voilà, une question assez ouverte et peut-être aussi si vous avez des questions sur tout ce que j'ai pu présenter en amont, n'hésitez pas, je peux apporter des précisions. Est-ce que vous avez des questions pour Anthony? Ça avait l'air donc plutôt clair. Bon, bah, tant mieux. Euh,
En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je regarde le chat régulièrement pour pouvoir poser à Anthony les questions que vous posez dans le chat, ou alors n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main. Euh, et en tout cas, là, notre envie avec Anthony, c'était de pouvoir vous donner la parole justement sur le compostage partagé, savoir vous quelles étaient vos pratiques en fait, notamment par exemple sur la matière sèche. Comment est-ce que vous faites pour la trouver? Est-ce que vous la récupérez sur votre territoire, par exemple? Brigitte, tu veux expliquer comment vous faites, vous? Ben, du coup, moi, je peux pas trop aborder ce sujet-là, mais j'avais peut-être une réflexion parce que justement, nous, au réseau Compost Citoyen, on fait la promotion donc du compostage de proximité et donc la réglementation ne nous permet pas de donner même de vendre ou de donner notre compost, à moins de faire des coûts. Oui, à moins de faire des analyses. Brigitte? Oui. Brigitte, on t'entend plus. Euh, Lorraine a une question. Ah, Brigitte, on t'entend? Tu es là? Oui, Ah, pardon, bah, on t'entendait plus à un moment donné. d'accord, ok. Je te laisse terminer ta question. Du coup, tu parlais des analyses. Oui, du coup, je me posais la question de comment on pourrait, parce que je disais, ça fait bien de dire qu'on fait partie de l'économie circulaire, mais comment justement avoir le mettre, étant donné que nous, on ne peut pas vraiment, à part le broyat, effectivement, qui pourrait. Mais après, ça fait pas de l'économie vraiment circulaire, disons, entre guillemets. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai pas compris la question, la Bah, remarque. c'est comment valoriser dire qu'on fait partie de l'économie circulaire alors que nous, en fait, on est un peu en circuit fermé parce que le compost, on ne peut pas le donner ni le vendre. Oui, mais Brigitte, le compost, tu l'utilises. Quand tu fais du compost, tu l'utilises comment, toi? Oui, bah, non, mais ça reste, par exemple, des personnes achètent les légumes chez un commerce. Un agriculteur vend ses légumes au commerçant, le commerçant vend au particulier, le particulier fait son compost et le compost, en fait, il reste sur place. Il est réutilisé pour le particulier, il ne peut pas retourner à l'agriculteur. Non, mais Donc, après, pour je moi, ce n'est pense pas de que l'économie circulaire tout à fait. si, parce que le sujet de l'économie circulaire, c'est vraiment de se dire, votre ressource, c'est de la matière naturelle et de la matière organique, et à la fin, elle revient effectivement au sol. Le sujet, c'est pas qu'elle revienne au producteur qui a produit la matière organique. Donc là, pour moi, on est vraiment voilà, sur une boucle où la matière revient effectivement au sol, et c'est ça le plus important. Je sais pas si ma réponse est claire. Non, mais c'était pour avoir un peu justement les arguments de dire oui, nous faisons. Est-ce que si on met l'accent sur en disant oui, nous faisons partie de l'économie circulaire, voilà, avoir les arguments, c'est ça que je voulais dire. Donc pour vous, c'est dire simplement, étant donné que la matière revient au sol, on peut se considérer de l'économie circulaire. Mhm, ouais, totalement. Merci, Brigitte, pour ta question. Lorraine, tu avais une question également. Oui, déjà si je peux répondre à Brigitte, l'intérêt aussi du compost, c'est de pousser les gens à cultiver leurs propres légumes. Donc à partir du moment où ils consommeront leurs propres légumes et que leurs épluchures retournent au compost qui elles-mêmes alimentent leur culture, là on est vraiment sur de la boucle hyper circulaire. On n'est pas obligé de consommer que chez les agriculteurs. Euh, et sinon, c'était pour répondre à la question du broyat.
Tu demandais comment on se le procurait pour les sites de compostage partagé. Donc nous aussi, on est en économie circulaire, à savoir que le broyat qu'on récupère, il vient des déchets verts en fait des particuliers qui sont déposés dans les déchetteries de la MEL. Et il y a un marché public, voilà, avec plusieurs prestataires pour broyer en fait en continu ces déchets verts. Et ensuite, ces déchets verts, ce sont eux qui alimentent les sites de compostage partagé de la métropole. Merci. Mais en même temps, il n'y a pas tout qui est broyé parce que toutes les espèces invasives et tout ça, elles sont refusées. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop dans le fonctionnement des déchetteries mail. C'est qu'ils prennent tous les déchets verts. Je ne sais pas à quel stade c'est vraiment trié. Je ne sais pas au niveau des espèces invasives, j'ai jamais eu de soucis dans mes composteurs, donc soit il y a un tri préalable, soit la montée en température détruit les graines ou les. Mais je sais pas en fait, mais j'ai jamais eu de soucis en tout cas. Ouais. Et ça Mais fait déjà bientôt 1 an qu'on fait ça. du coup, Lorraine, en fait, toi, vous récupérez du broyat, vous récupérez pas du compost pour Ah, vos, moi je répondais à la question de Morgane sur le ouais, broyat. sur le Après, pour le broyat. compost, les Mm. agriculteurs récupèrent le compost aussi fabriqué avec les déchets alimentaires des habitants de la MEL. Mm. Mais on n'est plus sur du compostage de proximité, là, on est vraiment Mm. sur Ouais. de la collecte. Et dans le compostage de proximité, qui est-ce qui utilise le compost chez vous, Lorraine? Bah, du coup, les utilisateurs du site. Ok. Voilà. Ou si vraiment ils n'ont pas de jardin ou de jardinière, parce qu'on a quand même beaucoup d'habitat vertical avec pas d'extérieur, c'est la ville en général, hein, les services techniques municipaux. Ok. Donc vous avez un partenariat avec la ville qui vient récupérer le. Bah, souvent, les espaces verts leur appartiennent en fait. Mhm. Donc, de base, ouais, c'est prévu comme ça. Après, dès le diagnostic du site, en fait, on regarde où peut aller le compost produit. S'il n'y a pas d'exutoire, c'est compliqué. Dans les faits, normalement, on est toujours implanté quand même à côté d'espaces verts. Donc, au pire, on le remet au pied des haies et des arbustes qui sont là, quoi. Merci, Lorraine. Est-ce que pour les collectivités qui sont avec nous, comment est-ce que vous faites sur le compostage partagé? Pour la communauté de communes du Pays de Valois, le broyat de branches, en fait, nous est ramené par nos services techniques qui entretiennent la voie verte. D'accord. Voilà. Et pour les composteurs que l'on a mis à disposition de toutes les cantines, on a eu un partenariat avec Nature Eco, qui est un composteur industriel qui reçoit tous nos déchets verts. Et les communes peuvent aller chercher directement et gratuitement ce broyat pour alimenter en matière sèche les composteurs utilisés pour la cantine. D'accord. Et vous avez beaucoup de sites, vous avez combien de sites de compostage dans les cantines? Alors, ben, on en a mis quasiment dans toutes les cantines. Donc, nous, il y a 62 communes, mais il y a pas mal de regroupements pédagogiques. Et pour l'instant, on en a mis en route 35. D'accord. Donc ça fait des gros volumes en fait En à fait, aller chercher. oui, du coup, c'est chaque commune qui se le gère. Enfin, c'est la commune qui accueille la cantine, en fait. Parce que c'est pas forcément chaque commune qui a une cantine avec les regroupements pédagogiques. Mm. Voilà. Et après, on a aussi des cantines qui sont alimentées, mais qui sont toutes petites. On a des cantines avec que 20 enfants par jour. D'accord. Et on a des cantines avec 150 enfants par jour. Du coup, on voit un petit peu au coup par coup, suivant les modalités, suivant aussi le fournisseur de cantine, avec les restes de repas. Et ça joue aussi. Et par exemple, nous, la ville, un peu la plus grosse ville, c'est Crépy-en-Valois. Et eux, ils ont une cuisine centrale. Donc, c'est encore des apports différents. Et après, ce sont les communes qui utilisent le compost. D'accord. Donc en fait, finalement, les communes sont exploitantes des sites de compostage et peuvent réutiliser le compost.
sur leurs espaces verts. Voilà. Ok. Et ce qui nous posait question, c'était sur la ville de Crépy, parce qu'en fait, il y a 4 sites de cantine. Ils ont 700 repas par jour. Et donc, on a mis 2 composteurs sur chacun des sites de cantine. Mais la ville avait aussi ses composteurs. Et on s'était posé la question de pouvoir faire des petits sacs à donner aux enfants. Souvent, les enfants qui vont à la cantine, ce sont les mêmes qui sont au périscolaire. On s'était posé la question comme ça pour vraiment réutiliser à fond le compost. Et on a été frileux au vu de la nécessité d'analyse ou justement du compost que l'on donnerait. Donc en fait, vous vouliez redonner le compost fini, enfin le produit fini de compost aux enfants qui mangeaient à la restauration. Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Principalement pour Crépy, parce que comme ils avaient déjà leur site de compostage au niveau des espaces verts, ça faisait trop d'apports de Oui, compost. Ils en avaient trop. Et du coup, on essayait aussi de trouver un partenariat avec les associations de jardins communaux, de jardins partagés autour. Et voilà, finalement, on a bien réussi parce qu'on a été frileux à le donner directement aux enfants. et donc aujourd'hui, à Crépy, ça se passe comment? Le compost, il va aussi dans les espaces verts ou... Non, 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 il est redonné à des associations et puis à un agriculteur qui a une cueillette qui vient chercher D'accord. aux associations de jardins partagés et à cet agriculteur qui est tout près, hein. Les communes se touchent. Mhm. Je vous invite du coup, si le projet de remettre, enfin de redonner l'utilisation, enfin le compost mature aux enfants est toujours d'actualité, je vous invite à regarder le webinaire sur la réglementation du compost. Vous On l'a verrez- regardé, oui, Ah bah effectivement. voilà. Il y a, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le donner directement aux parents. Il faut que ce soit les enfants parce que voilà, la réglementation, c'est celui qui participe réellement qui peut avoir accès au compost mature d'un site partagé comme ça. Donc Exactement. c'est assez épineux, c'est-à-dire que il faut que ce soit l'enfant qui vienne le chercher et pas qu'on le donne aux parents en sortant de la garderie. Oui, Voilà. c'est un peu l'idée, c'est ça, mais en tout cas, voilà, si vous le donnez aux enfants, vous êtes quand même dans les clous de la loi. Euh, Ouais. Et plus pardon, excusez-moi, j'avais juste deux petites questions, même si c'est peut-être un peu hors sujet avec le sujet de l'économie circulaire, mais pourquoi on aurait plus le droit de le donner aux enfants que à l'agriculteur du coin et aussi chez vous, à la communauté de communes du Pays du Valois, qu'est-ce qui les anime? C'est les personnels de cantine qui animent ou il y a quelqu'un de dédié à la CC? Alors, jusqu'à présent, en animateur, il n'y avait que moi, mais depuis une quinzaine de jours, on est 2. Et alors, ce qui se passe, c'est quand on installe vraiment le site, auparavant, je vais faire une initiation auprès du personnel de cantine. Donc, autant le personnel qui est à la cuisine que celui qui est à la surveillance des enfants, qui fait le débarrassage, et également avec le personnel des espaces verts. Parce que ce sont les espaces verts qui vont amener le broyat et qui vont vraiment faire l'entretien du composteur. Ensuite, ce sont les dames de service où on leur a mis des biosols à disposition qui vont alimenter le compost. Et au moment du débarrassage, on a établi donc 3 étapes avec les enfants. Vraiment, la première étape, c'est pour le bac jaune. Ils ont à disposition un bioseau et vraiment à la toute fin pour mettre dans le bac des ordures ménagères. Voilà. Et après, on passe de temps en temps. Et notre idée, ce serait maintenant d'être, comme on est 2, ce serait de passer vraiment une fois par mois. Notre idée, c'est ça. Mais sinon, on passe quand on nous dit qu'il y a un souci. D'accord, mais les services espaces verts de chaque commune passent plus régulièrement. Voilà. Oui, oui, eux, ils vérifient qu'il y ait du broyat et ils passent faire aussi pour mélanger et puis vérifier que tout se passe bien. Mhm. Mais on a certains villages où il y a une cantine et le monsieur des espaces verts, ben, c'est aussi monsieur le maire parce qu'il est tout seul. Ah Donc oui. voilà, il fait un peu tout. Donc voilà, on a des endroits où il faut passer un peu plus souvent. Mhm. Euh,
Et puis pour vous répondre par rapport à la réglementation, en fait, il vaut mieux en effet donner aux enfants plutôt qu'à l'agriculteur, surtout si vous avez surtout si vous n'avez pas fait d'analyse. Oui. En tout cas, sous le coup sur la réglementation, c'est donner à un agriculteur si lui n'a pas mis dans le compost, ce n'est pas réglementairement parlant dans les clous, si je peux dire. Mais je vous invite à revérifier avec le webinaire qui avait été fait sur la réglementation. Brigitte, tu avais aussi une question, tu avais levé la main. Bah, du coup, c'était justement par rapport à ça. C'est vrai que c'est toujours très compliqué et pas très compréhensible, ces histoires de données, pas données, etc. Et il ne faut pas hésiter non plus. Je ne sais pas si vous êtes adhérent au RCC, mais on a un service sur le forum. Le forum aussi, ils sont très pointus. Nous aussi, on a des personnes pointues dans les Hauts-de-France, mais il y a aussi au niveau national, ils ont des personnes très pointues qui peuvent vous répondre précisément si vous avez le droit ou pas le droit, si vous posez des questions, quoi. Voilà. Et ce qui peut éclairer, c'est qu'en fait, justement, on n'est pas aidé, par la réglementation qui considère toujours le compost qu'on a réalisé comme un déchet. Et c'est pour ça qu'il faut l'analyser pour le faire sortir de sa catégorie de déchet. C'est pour ça en fait, on est dans l'économie circulaire, mais on n'est pas reconnu par l'économie circulaire, puisque en fait, on nous demande, on nous dit non, vous avez transformé en compost, mais vous êtes encore du déchet. Donc c'est ça qu'il faudrait. Déjà la réglementation est déjà intéressante, mais on va pas. On est un peu frileux. Enfin, c'est un peu frileux quoi pour ce niveau de données du compost quoi. Pouvoir les réutiliser localement. Ben là, c'est le personnel, la responsable des cantines qui était très frileuse au niveau de la mairie de Crépy. Parce qu'elle voilà, elle avait le sentiment que ça engageait la mairie de Crépy. Et par exemple, il y a eu vraiment marche arrière toute. Il y avait une cantine où on mettait peu au composteur parce qu'il y avait une des dames à côté qui venait chercher les biodéchets pour ses poules. Et finalement, la hiérarchie au niveau de la mairie de Crépy a interdit que l'on donne à cette dame, au cas où il y ait quelque chose, qui est une maladie, voilà, je pense que c'est vraiment une question de frilosité et de bonne volonté de tout un chacun. Est-ce que vous avez encore des questions sur l'économie circulaire? Pendant que nous sommes encore ensemble, je vois qu'il y avait... Alors, Sylvie dit, Broya, le constat sur l'île Hélène, aucune action prévue par la MEL. Amenez vos déchets verts, repartez avec votre broya, cette année comme l'année dernière. Les habitants jettent dans la rue, dans les espaces verts abandonnés, c'est dommage. Parce que Sylvie, du coup, est-ce que vous avez vu sur la MEL, il y a des endroits où justement on peut amener le branchage Il y a des... ensuite, Voilà, il y a des opérations qui commencent bientôt, là, dans les jours qui viennent, et qui vont s'étaler jusqu'à décembre, si ma mémoire est bonne. Et c'est toutes les communes mêlent, mais c'est énormément les petites communes plutôt campagnardes, périurbaines et tout. Et quand sur les centres-villes, alors c'est vrai, il y a quand même des jardins, il y a quand même de plus en plus, on essaye d'avoir des espaces verts, hein, pas tous estampillés mairie ou quoi que ce soit. Et en fait, compte, les habitants, ils savent pas où amener. Donc, soit ils vont à la déchetterie, et comme ça les embête, parce que ça peut être volumineux et que ça salit les voitures, et ben ça traîne au sol. Et c'est toute une ressource qui est perdue alors que ça servirait au jardin. Mais il y a aucune action qui est menée en proximité, en fait, compte pour transformer et faire son propre broyat, alors que quelque part, on demande de plus en plus à faire son propre compost dans les jardins partagés. Il y a eu beaucoup de composteurs individuels qui ont été distribués, mais tout le monde n'est pas équipé de broyeuse ou quoi que ce soit. Et couper un grand arbre dans son jardin, c'est pas ça qui va aider à faire sa matière sèche dans son composteur de jardin ou de proximité. Je trouve que c'est vraiment dommage ce point-là. On reste vraiment un peu laissé pour compte.
Donc, si on a un composteur MEL, c'est bien. C'est Lorraine qui va nous le remplir. Donc, mais en même temps, il y a plein de matières qui se perdent. Et je trouve ça dommage, quoi. C'est plus un constat qu'une question. Oui, donc on voit vraiment le lien avec ce que disait Anthony tout à l'heure sur le fait que chacun, et notamment par exemple les collectivités, peuvent mettre en place des actions pour pouvoir vraiment aller dans le sens de l'économie circulaire, là pour le Broya, euh, pour chacun. Brigitte, tu avais une question et puis ensuite Lorraine. Oui, moi je voulais juste dire que justement, bientôt va commencer la fête du sol vivant par rapport à cette question, parce que le broyage, bien sûr quelque chose d'intéressant et on en a beaucoup besoin, mais les particuliers aussi, il y a d'autres techniques, comme par exemple des sèches, des petits aménagements avec le bois, etc., qui peuvent aider les particuliers à réutiliser sur place. Et là, justement, on est vraiment dans l'économie circulaire au niveau de la prévention de dire c'est pas forcément utile d'apporter à la déchetterie les branches, mais aussi il y a beaucoup de possibilités de les utiliser sur place. Voilà. Et donc la fête du sol vivant, c'est des particuliers qui ouvrent leur jardin pour montrer ce qu'ils font, comment ils le font. Donc voilà, c'est pour dire ça, c'est tout. Merci Brigitte, on en a parlé avec Cyril au tout début et D'accord. on va redonner les dates de la fête du sol vivant à la fin. Lorraine, tu voulais dire quelque chose? Oui, bah du coup, je voulais répondre à Sylvie donc concernant l'opération Amenez vos déchets verts, repartez avec votre broyat. Cette opération, elle est proposée aux 95 communes de la MEL et en fait ne répondent que les communes qui sont volontaires. Donc Lille et Hélène ne veulent pas le faire. Je pense qu'il faut voir ça directement avec les communes concernées. Par contre, c'est pas parce qu'on habite Hélène qu'on n'a pas le droit d'aller dans les communes voisines, hein. On est bien conscient, il y a 50 communes qui ont accepté de participer cette année. N'importe quel habitant de la MEL peut aller dans les communes voisines. Après, il y a aussi 4 déchetteries qui proposent du broyat en continu toute l'année. Faut pas hésiter à aller, il faut juste avoir sa carte de déchetterie. Par contre, oui, c'est vrai, il faut être véhiculé, sinon ça reste problématique. Et quand on achète donc les fameux composteurs individuels, maintenant, ça y est, on nous fournit du broyat aussi. On peut venir et faire son stock pour l'année. Voilà, c'est une petite mesure en plus. Mais je comprends bien que pour un habitant d'Elem qui n'est pas véhiculé, bah, il n'y a pas trop de solutions. Mais là, faut voir directement avec la mairie, en fait, pour leur demander pourquoi ils veulent pas mettre en place cette opération. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, les composteurs individuels, quoi, ceux qui compostent, peuvent aller en déchetterie rechercher du broyat. Bah, ça, de toute façon, c'est tous les habitants de la MEL, qu'ils compostent ou pas, ils ont le droit d'aller chercher du broyat en déchetterie. Donc ça D'accord. peut être On peut pour leur dire. leur potager, pour faire des allées, peu Mm. importe en fait. Mais maintenant, quand on achète son composteur individuel et qu'on va le récupérer, on récupère en même temps du broyat en fait, au même endroit que se trouve Oui, la pour, distribution de pour composteurs individuels. démarrer, quoi. Mais une fois que c'est épuisé, ils vont aller dans les déchetteries alors. Oui, bah en fait, une fois qu'on a récupéré son composteur et Mm. son broyat, Mm. on retourne pas sur les points de distribution. Donc oui, il faut aller Mm. en Mm. déchetterie ou effectivement, là c'est de septembre à décembre. Non, ouais, ça doit Je être crois que c'est comme ça. décembre. Octobre à décembre, peu importe. Là, il faut tabler sur les 50 communes Mm. qui jouent le jeu. Et Mm. ça, il y a le calendrier sur le Oui. site Mm. internet de la ville de la Melle. Mm. Voilà. Merci Lorraine. De rien. Est-ce que vous Merci. avez d'autres questions à poser à Anthony avant qu'on ne clôture ce webinaire? Anthony, des remarques à faire par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'utilisation du compost, la réglementation aussi, le broyat? Non, rien à ajouter, qui a été ajouté. Super. Eh bien, je vous propose juste pour clôturer, alors il y avait cette slide-là, peut-être Anthony, tu voulais Ah en oui, dire un peu plus? ouais, sur le site de l'ADEME, vous avez effectivement ce lien économiecirculaire.adem.fr. Vous retrouverez
pas mal d'outils, notamment effectivement pour les collectivités, mais aussi pas mal d'exemples, sur le compostage, sur aussi la réduction du gaspillage alimentaire, tout ça. Il y a pas mal de ressources de toute la France, donc ça peut être aussi assez inspirant de pouvoir regarder, d'aller jeter un œil sur ce site. Merci. Et un petit retour sur ce que vous êtes en train de faire sur le compostage de proximité sur les quartiers prioritaires. Qu'est-ce Euh, que ça donne? Eh bien, donc c'est un recueil. Enfin, vous aurez toutes les informations dans le recueil qu'on est en train de rédiger. Je vous conseille de venir à la restitution qui aura lieu. Hop, et ben, je, c'est parfait puisque je vais pouvoir vous donner les informations. En fait, la prochaine, je commence par la fin, mais la prochaine rencontre régionale, on fera une restitution en fait sur tout ce qui se passe, tout le travail qu'on a mené dans les quartiers prioritaires de la ville, et notamment avec les idées clés qui sont ressorties, comment la pratique du compost impacte la mobilisation citoyenne. Et donc là, vous aurez toutes les informations. Donc je vous invite vraiment à venir. Donc du coup, pour clôturer, il va y avoir, pour clôturer en fait la série de webinaires, nous vous donnons rendez-vous le 14 octobre de 14h à 15h30. L'idée de ce dernier webinaire, ce sera de pouvoir identifier les solutions complémentaires au compostage de proximité sur les territoires avec les acteurs et les habitants. Voilà. Ensuite, du 11 au 26 octobre, la fête du sol vivant dont vous a parlé Brigitte. L'objectif, c'est de pouvoir visiter les jardins au naturel de personnes qui ont envie de présenter leur jardin, leur manière de jardiner au naturel. Et puis donc, comme je vous le disais, la prochaine rencontre régionale qui aura lieu le jeudi 6 novembre 2025. Voilà. Cyril vous a envoyé dans le chat le lien pour l'inscription pour le prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à à aller vous inscrire. Comme ça, on pourra vous renvoyer le lien le lien Zoom pour assister au prochain webinaire. Voilà. Et je vous mets le lien aussi de la fête du sol vivant, si vous avez un jardin ou si vous voulez vous inscrire pour mener une activité, une animation, pour être référencé sur le site. Vous avez le lien. L'événement est gratuit. Il n'y a pas d'obligation à adhérer au RCC directement pour participer à l'événement. Mais voilà, je vous mets le lien. Et après, bien sûr, si vous voulez adhérer, si vous n'êtes pas encore adhérent, en tout cas au RCC, je vous invite à adhérer pour avoir voilà, tout ce qu'on a cité auparavant, hein, les ressources, les événements, les webinaires, aller plus loin, le forum, qui est très actif, comme disait Brigitte tout à l'heure, où toutes les personnes de toute la France répondent à différents sujets, si vous posez différentes questions. Merci Cyril. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, il est de coutume de faire une photo à chaque fois avant de se quitter. Est-ce que vous pouvez rallumer vos écrans pour qu'on puisse vous voir et puis prendre la photo. Comme ça nous permettra aussi de valoriser les actions qu'on mène. Hop. Je vais arrêter l'enregistrement en premier.